Bon, je voulais vous présenter Madame Colette Roumanoff. Nombreux parmi vous la connaissent déjà. Elle est auteure, metteur en scène, conférencière et formatrice. Elle est diplômée en Sciences Po. Elle a coécrit des sketchs avec sa fille Anne Roumanoff. Pendant 10 ans, elle dirige une compagnie de théâtre parisienne depuis 30 ans. Mais elle pourra surtout témoigner de son vécu personnel, car elle a accompagné son mari Daniel, atteint de la maladie d'Alzheimer, pendant 10 ans. Forte de cette expérience, elle a entre autres coécrit avec sa fille Valérie la pièce de théâtre La Confusionnite et créé un blog Bien vivre avec Alzheimer. J'ai passé le week-end dernier à lire un de ses livres, L'homme qui tartinait une éponge. Je l'ai dévoré et vous le recommande vivement. Je vous cite de la préface. Colette Roumanoff m'a parlé de son mari et de sa maladie Alzheimer comme jamais je n'en avais entendu parler. C'était simple, c'était logique, c'était tendre, c'était évident. Colette Roumanoff a compris, comme d'autres, mais pas comme tous, des choses simples mais essentielles pour éviter de faire de la maladie d'Alzheimer un calvaire. Elle a un talent pédagogique remarquable pour faire partager ses expériences et celles d'autres familles et en tirer une série de recommandations de bon sens. Nous sommes très excités, effectivement, de vous accueillir au Luxembourg, Madame Roumanoff. C'est à vous. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Alors, ce que je voulais aussi, c'est enchaîner sur ce que vous avez dit par rapport à votre petite fille qui tombe et vous riez. Ça, c'est l'effet des neurones miroirs. Il faut savoir que ces neurones miroirs, dont on a découvert l'existence il n'y a pas tellement longtemps, ces neurones miroirs, ils sont très actifs chez les enfants. Ils sont aussi très actifs chez les gens qui ont des maladies neuroévolutives, comme on dit, parce qu'ils restent extrêmement solides. Donc, et c'est vrai que un malade, même à un stade avancé, va réagir exactement comme un enfant. Voilà. Donc, je ne vais pas commencer tout de suite. Je vais d'abord vous faire passer une petite vidéo d'un interview que j'ai fait en 2014 avec Thomas Soto sur Europe 1. Je ne savais pas que j'étais filmée. Je suis tout à fait nature. Vous allez voir, je suis assez drôle sans le vouloir. Voilà. Donc, je vais bien... Ben voilà, c'est bon. Ça part. Europe 1, il est 8h moins le quart. Depuis 2006, elle partage le calvaire de son mari, Daniel, atteint de la maladie d'Alzheimer. Malgré les difficultés, elle veut continuer à positiver. Colette Roumanoff témoigne ce matin. Elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Colette Roumanoff. Votre mari a été un brillant homme d'affaires. Quand et comment vous êtes-vous aperçu que ça clochait, qu'il y avait un problème? Comment ça a commencé tout ça? Alors je vais vous le dire, mais d'abord je me rebelle contre le mot calvaire. Parce qu'à partir du moment où on parle de calvaire, on installe du drame, de l'horreur, des trucs épouvantables, et c'est pas du tout ça. C'est pas la vérité pour les entourages de ceux qui souffrent de la maladie d'Alzheimer? Si vous voulez, cette mauvaise image que la société, les médias transposent, calvaire, descente aux enfers et tout ça, ça fait beaucoup de mal à tout le monde, ça fait du mal aux patients, ça fait du mal aux aidants, ça fait du mal à tout le monde. Et moi, si je suis là aujourd'hui, si je parle publiquement, c'est pour aller contre ça. Alors, dites-nous pour commencer comment. Eh ben, on va y aller parce que vous êtes là pour raconter tout ça. Comment ça a commencé? Comment vous êtes donc aperçu que... Alors, je me suis aperçue de ça. On s'en aperçoit quand il y a quelque chose qui se passe et qui est très, 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 très bizarre. C'est pas juste une histoire de mémoire. La mémoire, c'est une chose dont on se fiche pas mal, d'ailleurs, dans cette pathologie et autrement. Je m'en suis aperçue, je vois Daniel sur son bureau en train d'être très agité. Il avait étalé des tas de papiers de banque partout, stabilo-bossé, entouré. Et il me dit, je suis inquiet, j'ai fait un chèque de 500 € et je ne sais pas du tout si j'ai assez d'argent pour... Alors moi, je regarde les papiers de banque et je vois que le dernier relevé, il y a 4 000 € sur le compte. Et à ce moment-là, bêtement, je lui dis, 4 000, c'est plus grand que 500. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que je raconte? Attends, c'est pas quelqu'un à qui je vais apprendre à faire une soustraction. Ouais. Donc c'est là que vous êtes dit, il y a un souci. Il y a quelque chose de très, très, très bizarre. Et quand j'ai répété, encore une fois, j'ai vu ses yeux qui vrillaient et je me suis dit, ouh, danger. C'était la première fois qu'il y avait un signe, vraiment? Un signe comme ça, extrêmement bizarre, vous voyez, parce que les pertes de mémoire, genre, je me rappelle plus comment s'appelle machin ou je sais pas quoi, bon, on va partir... On oublie des noms propres, c'est pas grave. Mais ça, c'est quelque chose de très bizarre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, si vous voulez, c'est comme si le neurone qui sert à faire la soustraction, il est grillé. Donc si on essaie d'expliquer à l'autre qu'est-ce que c'est, on l'attaque.
on l'attaque sur sa pathologie. Et à ce moment-là, oui, on arrive dans le drame tout de suite. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai compris qu'il fallait faire machine arrière. Je suis partie en arrière et j'ai dit « Ah, mais non, ça va, il y a assez d'argent sur le compte, t'inquiète pas, on va aller prendre le thé, blablabla. » Bon, et puis là-dessus, on a consulté un neurologue qui m'a dit « Bon, il a ni un AVC, ni une tumeur au cerveau. » Parce que vous savez, Alzheimer, c'est toujours quand on n'a pas d'autre explication. D'accord. Voilà. Mais alors, Alzheimer, pardon, mais c'est terrorisant pour ceux qui... C'est terrorisant parce qu'on raconte des histoires horribles dessus. Moi, j'ai à vous raconter que des histoires sympas. Allez-y, comment vous vivez au quotidien avec Daniel? Comment vous faites? Eh bien, on vit très bien. Et Daniel est un homme très heureux. Et moi aussi, je suis très heureuse avec lui. Et il y a des difficultés. Je dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais on s'adapte. C'est une maladie qui est dure quand même. Mais qui est dure pour qui? Pour l'entourage, je sais pas, je n'y suis pas confronté. Voilà, c'est ça. Reconnais, donc les gens est-ce qu'il vous reconnaît? Est-ce qu'il vous reconnaît, Daniel? Alors ça, c'est la grande question. Pourquoi? Alors, il me reconnaît, mais un jour, il m'a pas reconnu parce que j'avais crié dessus, si vous voulez. Le problème de cette maladie, c'est qu'il faut jamais franchir ce que moi j'appelle une ligne jaune, dans laquelle on attaque le patient sur sa pathologie. Si on lui dit « t'es un imbécile parce que tu sais pas faire la différence entre 4000 et 500 », eh ben, cette personne va se sentir attaquée, détruite, rejetée, tomber dans un trou, et donc elle va devenir désagréable. Un patient Alzheimer, c'est pas un martien. Si on est sympa avec lui, il est sympa avec vous. Oui. Si vous lui faites des choses désagréables, il va être désagréable. C'est quelqu'un, c'est pas un martien. Il y a des choses qui l'améliorent et des choses qui l'aggravent. Alors, si on est intelligent, ce qui est mon cas, on fait attention. Mais ça aggrave, ça améliore. Et on fait que ce qui améliore, on va pas faire ce qui aggrave. Est-ce qu'il vous a fallu, malgré tout, aménager votre appartement? Il faut aménager toute sa vie. C'est pas son appartement, toute sa vie. Ça veut dire qu'il faut être de bonne humeur tout le temps, quoi qu'il arrive, tout le temps. C'est une sorte de, de discipline qui est extrêmement intéressante. Et ensuite, on est ramené au présent, parce qu'un patient Alzheimer vit uniquement dans le présent, que en face de ce qu'il voit. Donc, il vous voit, vous, il peut avoir de vous une sensation très précise et vous dire des choses sur vous qui vont vous épater. En revanche, il ne faut pas, en tout cas pour Daniel, à un moment, vous êtes aperçu qu'il ne fallait plus qu'il se voie lui. Alors, il y a un moment, si vous voulez, le cerveau, il perd des neurones. C'est le principe. Ouais. Donc, il en perd de plus en plus. Donc, en perdant les neurones, il perd les repères. Parce qu'en fait, vous regardez dans la glace. Vous croyez que vous voyez dans la glace. Pas du tout. Vous voyez quelque chose dans la glace et votre cerveau reconstitue que c'est votre image à vous qui est dans la glace. C'est pas vos yeux qui le font, c'est votre cerveau. Bien sûr. Bon, donc lui, il voit une glace et à un moment donné, il y a trop d'informations parce que c'est une question de quantité d'informations. Les informations peuvent être de moins en moins gérées, surtout en quantité. Donc, par exemple, Daniel, vous le mettez dans un cocktail, dans un restaurant bruyant, vous le tuez. Oui. Vous le mettez face à face avec quelqu'un et vous faites un déjeuner dans un endroit agréable, il est super content, il fonctionne bien. Donc, vous voyez, c'est la masse d'informations. Nous, on vit dans une société... Et du coup, concrètement, vous avez retiré les miroirs chez vous pour pas qu'ils se heurtent à cette image qu'ils ne reconnaissaient pas? J'ai commencé par recouvrir des miroirs, par en enlever... Dans la salle de bain, je l'ai carrément cassé parce que recouvert, ça allait pas trop. Et j'ai laissé un tout petit miroir dans lequel il peut se coiffer, se raser. Mais même, des fois, ça le gêne, ça. Parce que des fois, il voit quelqu'un. Parce qu'il se reconnaît pas, parce qu'il n'a pas assez de neurones pour repérer. Alors, par contre, il y a des espèces de segments de mémoire qui fonctionnent parfaitement. Donc, il vient devant la glace. Je lui tends la brosse à cheveux, qu'elle se brosse les cheveux. Il a tendance à passer la brosse sur la glace parce qu'il sait bien qu'il y a un rapport entre les cheveux, la glace et la brosse, mais il ne sait pas bien où est le rapport. En tout cas, ce que vous nous dites ce matin, Colette Roumanoff, c'est qu'il faut positiver. C'est ça, qu'il faut positiver la maladie, qu'il faut positiver la relation avec la personne qui est atteinte en face de vous. La personne, elle est entièrement dans la relation. Elle y est, si vous voulez. On peut vivre avec son mari un amour fusionnel, ce qu'on n'a jamais pu faire avant. C'est votre Daniel, c'est votre époux avec qui vous avez tant de souvenirs communs aujourd'hui? Mais les souvenirs comptent plus. Quand on est dans cette situation, ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est là. C'est-à-dire qu'il vous fait le cadeau de vous ramener dans le présent. Donc, moi, j'aime bien cette interview parce que, vous voyez, on voit tout de suite qu'est-ce que je raconte. Je raconte le contraire de ce que raconte à peu près tout le monde. Voilà, c'est pas compliqué, c'est juste l'inverse. Voilà. Donc, en général, pas toujours, parce qu'il y a quand même des gens tout de même de plus en plus qui commencent à raconter un peu les choses. Ça, c'est déjà 2014. Donc, et j'ai commencé en 2009, en fait, à tenir ce genre de discours. Voilà, donc j'ai une grande habitude. Voilà. Donc, ce que j'explique, je commence par expliquer comment faire pour être de bonne humeur, parce que c'est quand même ça, là où se joue tout. Il faut d'abord comprendre comment fonctionne cette maladie. Il est certain que moi, au début, j'ai paniqué, je ne comprenais rien.
Et j'étais désespérée. Et ça a duré quand même plus d'1 an. Parce que je ne savais pas où c'était qu'il fallait aller, par où ça se passe, comment on fait. Voilà, je ne savais rien. Bon. Et un jour, j'ai fait donc une erreur. C'est quand on fait des erreurs qu'on apprend les choses intéressantes. Je lui ai crié dessus sur mon mari parce qu'il avait coupé un rosier alors qu'il était censé couper les chardons. Mais voilà, les chardons étaient là, le rosier était là. Paf, je regarde à côté, clac. Et donc, je crie dessus parce que j'étais furieuse que ce rosier il soit coupé comme ça à la base. Voilà. Et là-dessus, bon, j'oublie. Le lendemain matin, il ne se rappelle plus comment je m'appelle. Il me dit « Comment tu t'appelles ?» Alors là, ça ne m'a pas plu du tout, mais carrément, j'ai trouvé ça vraiment embêtant. Alors, j'ai compris que ça venait du fait que moi, je l'avais crié dessus. Donc, je n'ai plus jamais crié dessus. Parce que moi, je n'aime pas les choses désagréables. Voilà, c'est tout, j'aime pas ça. Donc, j'en veux pas. Donc, si j'en veux pas, eh ben, c'est comme si on n'aime pas avoir des amendes, on brûle pas les feux rouges. Voilà, ou alors, on prend pas l'autoroute en sens inverse, on la prend dans le bon sens. Voilà. Donc là, prendre la vie dans le bon sens avec quelqu'un avec Alzheimer, c'est jamais dire non, jamais le contrarier. J'en suis arrivée là. Pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps, j'en suis arrivée là. Et ça simplifie beaucoup de choses. Parce que la personne, il faut bien comprendre comment elle fonctionne, cette maladie. C'est une maladie de la gestion de l'information. Les informations, soit elles arrivent carrément pas au cerveau, soit elles ne peuvent pas être gérées s'il y en a trop. Ça fait comme un embouteillage et les informations ne peuvent pas être gérées. Donc si on critique quelqu'un qui a cette maladie, on dit « Comment ? Mais ça fait 3 fois que je t'ai dit que c'était comme ça, que tes chemises étaient dans le placard. » Si l'autre, il ne se rappelle pas que ses chemises sont là, on l'attaque, on l'agresse. Et des fois, sans le vouloir et sans le savoir. Parce qu'il suffit de regarder quelqu'un d'un air un peu même désespéré, triste ou ennuyé. Oh là là, qu'est-ce qu'il est dans un état. Et souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez des gens de la famille qui arrivent voir quelqu'un qui est malade et qui disent « Oh là là, mais je le vois dans cet état-là, ça me rend malade. » Donc, si la personne qui vient, ça la rend malade, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va regarder l'autre de travers, qu'elle va le regarder avec un regard de mépris ou d'inquiétude ou de je ne sais pas quoi. Et donc, l'autre personne, se sentant regardée comme ça, se sent pas bien. Et donc, on entend souvent dans les gens de la famille qui disent « Ah, mais c'est plus ma mère elle était comme ci, comme ça, maintenant c'est plus du tout ma mère, vraiment, je la reconnais pas. » On entend ça, il faut bien écouter. Et à ce moment-là, on dit « Ah oui, mais à cause de la maladie, les malades ne reconnaissent pas leur malade, reconnaissent pas leur famille. » Pas du tout, pas du tout. C'est la famille qui ne reconnaît pas le malade. Il faut bien voir par où ça commence. Donc c'est très important quand il y a des difficultés de toutes sortes, d'essayer de savoir d'où ça vient, où est la cause. Si on dit tout ça, ça vient à cause de la maladie, bon, bah, c'est fini, il n'y a plus de questions, on ne se pose plus de questions, voilà, il ne se passe rien. Ou il se passe plutôt des choses assez affreuses, voilà, vraiment assez, qui peuvent être très, très affreuses, vraiment. Il y a beaucoup de choses affreuses qui se passent. Mais si on essaie de comprendre d'où ça vient, d'où vient ce comportement qui me dérange, d'où vient cette chose qui m'ennuie, on trouve toutes sortes de solutions et si on prend le problème quand il arrive, on le résout. Et à ce moment-là, bon, il n'y en a plus. Et donc, on continue et la vie continue. La vie continue. Et la vie peut être très agréable avec quelqu'un qui a Alzheimer, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les gens qui ont Alzheimer, ils sont délivrés des soucis des autres. Par exemple, la TVA, ils s'en fichent, les impôts, ça ne les concerne pas. Il y a beaucoup de choses qui ne les concernent pas, qui ne comprennent pas du tout. Ça leur paraît même bizarre. Donc, par exemple, je prends un exemple tout bête. On arrive dans notre maison de campagne et mon mari me dit « Ah, mais j'aime bien cette maison, j'aimerais bien y rester. Il faudrait s'arranger avec la propriétaire pour qu'on puisse y rester parce que j'aime bien cette maison. » Donc, évidemment, je ne vais pas lui dire « Cette maison, on l'a achetée ensemble, elle est à nous. » Parce que si je dis ça, ça va le perturber pour rien. Donc, je lui dis simplement « Mais oui, je me suis arrangée avec la propriétaire, on peut rester là. » « Ah, je suis content, vraiment, je suis content, j'aime beaucoup cette maison. » Voilà. Donc, on peut simplifier tellement la vie en restant au niveau des faits, au niveau de la réponse adaptée à la personne, et non pas... comme pourrait faire, par exemple. Alors, il y a plein de questions qui arrivent et qui sont très étonnantes, mais à chaque fois, on peut trouver une réponse qui est intéressante pour le malade, intéressante, et qui fait qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'histoire affreuse. Par exemple, mon mari peut très bien dire un jour « J'aimerais bien téléphoner à ma mère. » Bon, sauf que sa mère, elle est morte, ça fait je ne sais pas combien de temps.
Qu'est-ce que je réponds? Je me creuse la tête hein, parce que je ne sais pas quoi dire. Et finalement, je dis, ben voilà, j'ai pas son téléphone, donc je suis désolée, on ne peut pas l'appeler. Et si je dis ça d'une voix calme et tranquille, c'est accepté. Alors que s'il y a des gens qui disent « Ah, mais je vais te dire, elle est morte, ta mère, tu vas voir, je vais te chercher son certificat de décès, tu vas voir », la personne est complètement déboussolée parce qu'elle ne comprend pas de quoi on parle. Vous voyez, elle comprend pas. Donc, c'est important qu'elle comprenne et qu'on arrive à dialoguer. Ça, c'est très, très important. Et donc, à ce moment-là, on obtient ce que moi j'appelle une collaboration active. C'est-à-dire que la personne collabore du mieux qu'elle peut aux tâches de la maison, à tout ce qu'on peut faire. Et la vie peut devenir vraiment très agréable. Je le dis, je répète. Voilà. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai fait un blog. Il y a déjà, je ne sais plus comment. Au départ, on a fait un site qui s'appelait Alzheimer Autrement. Ça, c'était en 2009. En 2014, on a créé un blog qui s'appelle Bien vivre avec Alzheimer. Voilà, .com. Donc, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de vidéos, j'écris dedans régulièrement. Donc, on peut trouver énormément de choses. C'est gratuit. On peut y aller quand on veut, regarder tout ça. Voilà. Donc, ce que je voudrais essayer bien d'expliquer, c'est que c'est une maladie de la gestion de l'information. Donc, les informations sont de moins en moins bien gérées, surtout en quantité. Et ensuite, si on regarde ça d'un peu plus loin, on va voir qu'est-ce qui se passe en fait. Il se passe que nous, tout le monde, on a construit un cerveau à partir de notre très petite enfance et ça nous a pris beaucoup de temps. Par exemple, pour arriver à s'habiller tout seul, un enfant, il ne fait pas ça en 5 minutes. Il va faire des essais, il va rater, il va y arriver. Ça va prendre du temps. Pour apprendre à lire, ça va prendre du temps. Pour apprendre où il est, ça va prendre du temps. Tout ça, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps, mais ça se fait au fur et à mesure. Et un malade d'Alzheimer, il fait exactement le chemin à l'envers. C'est-à-dire que tout ce qui a été construit se déconstruit tranquillement, exactement sur un rythme un peu semblable à celui. Donc, quand on a la chance d'avoir un enfant en bas âge et quelqu'un qui a Alzheimer, ils se croisent. C'est très, très marrant de voir ça, ils se croisent. Et c'est pour ça qu'à certains moments, il peut y avoir des choses très drôles. Parce qu'un enfant peut faire des choses très drôles. Par exemple, un petit garçon qui veut s'habiller, il va essayer d'enfiler, par exemple, son pantalon par la tête. Parce que, bon, il ne sait pas, il essaye. Voilà. Et ça fait rire tout le monde. Quelqu'un qui a Alzheimer, qui fait la même chose, les gens sont catastrophés. Oh là là, quelle horreur, ma femme, elle essaye d'enfiler son soutien-gorge par les pieds. Vous vous rendez compte? Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. C'est pas une horreur, c'est juste qu'elle essaye, qu'elle ne sait pas vraiment comment faire. Donc, il suffit de lui dire, mais non, c'est pas par les pieds, c'est plutôt par les bras. Voilà. Et puis, elle va le faire. Si la relation est bonne et si on a cette fameuse collaboration active. S'il n'y a que des conflits, évidemment, ça va dégénérer très rapidement. Parce que l'autre va dire quoi? Tu te moques de moi? Ça va aller très mal. Donc, ça peut aller bien ou ça peut aller mal. Et donc, le plus important, c'est d'arriver à être de bonne humeur. Alors, moi, je me suis posé cette question parce que je me suis rendu compte que si je n'étais pas de bonne humeur, les choses n'allaient pas bien comme ça. Il fallait la bonne humeur tous les jours. Comment faire pour être de bonne humeur? Donc, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à la question. Alors, je peux prendre le problème de plein de façons différentes. Mais d'abord, je vais m'interrompre parce qu'après, j'avais dit que je regarderais l'heure, mais je ne sais pas faire ça parce que je suis capable de parler pendant 3 heures. Donc, je vais juste m'interrompre un peu pour qu'on passe une vidéo où on va voir justement qu'il y a quelque chose de drôle qui se passe. C'est la vidéo, un petit morceau de... Les activités sportives parviennent à réveiller le cerveau endormi de Daniel. Mais son entourage, attentif et présent, le stimule également. Comme sa fille, Catherine, qui réalise avec son père un message filmé pour les 18 ans de sa petite fille. Est-ce que tu as des conseils à lui donner? Est-ce que tu as des conseils à lui donner? Non, il faut lui dire, écoute la voix de ton cœur. Écoute la voix de ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il ne te trompera pas. Très bien. Regarde-moi avec tes yeux. Avec tes yeux. Bon anniversaire, Alice. Bon anniversaire, Alice. Pourquoi tu fais des grimaces? C'est pour donner plus de consistance. Mais non. Il y a une phase, à un moment donné, où c'est plus rigolo du tout. Non, parce que justement, les gens, ils n'arrêtaient pas de me dire « Ah, vous verrez, il ne vous reconnaîtra pas. Ah, il ne vous reconnaîtra pas. Ah, vous allez... » Alors, ça, ils le disent tous, hein, les médecins, les trucs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'il ne peut pas vous nommer, parce que ça, c'est pas pareil, les mots ne sont pas là, qu'il ne vous reconnaît pas. Il ne vous reconnaît pas si vous arrivez dans une émotion qu'il ne reconnaît pas parce que ce n'est pas la vôtre d'habitude. Hein, voyez.
Là, il ne va pas reconnaître, parce que ce que vous émettez, eh bien ça, si c'est vous, il le reconnaît. Et donc, la reconnaissance était jusqu'à la fin. Tu me reconnais? Je te reconnais, oui. Ah, et peut-être son chapeau, tu me reconnais mieux. Oui, Oui. plus sympathique que l'autre. Qu'est-ce qu'il va vous dire d'important avant sa disparition? Eh bien, il dit, j'ai eu une très belle vie, je suis très heureux. Voilà. C'est une récompense pour tout ce que vous avez fait, je trouve. Bah, la récompense, elle est dans le fait de faire. Hein, parce que je vais vous soumettre ma petite idée du bonheur. On est heureux quand on a fait tout ce qu'on voulait faire, on a donné tout ce qu'on voulait donner, et on a reçu tout ce qu'on voulait recevoir. Et donc, c'est pas parce qu'une personne a Alzheimer qu'il faut l'empêcher de faire, l'empêcher de donner, l'empêcher de recevoir. Vous voyez, tous les êtres humains, ils ont droit à ça. Faire, donner, recevoir. Merci, 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 merci. Alors, bon. Alors, comme je ne prends pas de notes et je ne sais jamais, quand je fais une conférence, de quoi j'ai parlé, je me lance. Je voulais dire un truc à vous. Ce que je voulais dire, ce qui peut être très drôle dans la maladie d'Alzheimer, dont j'avais commencé à parler, c'est que quelqu'un qui a Alzheimer, il a le goût du jeu naturellement. Il a le goût du jeu parce qu'il n'est pas sérieux comme les gens souvent sont très sérieux parce que la vie c'est sérieux, c'est compliqué, c'est difficile. Voilà. Donc ils ont le goût du jeu et assez naturellement. Donc il peut jouer avec l'eau, par exemple dans l'évier, à jouer comme un enfant, il joue avec l'eau. C'est assez sympathique, jouer avec l'eau. Ou alors il peut faire tout ce qu'un clown va faire, il peut aussi le faire. Alors par exemple un jour on va chez un ostéopathe, donc il enlève ses chaussures, ses chaussettes, etc. Ou je l'aide à l'enlever, je ne sais plus très bien. Et puis après, je discute, je ne fais pas attention à ce qu'il fait, donc il enfile les chaussures d'abord et les chaussettes par-dessus. Ben, ça, c'est drôle quand même. Hein, ben, moi, ça me fait rigoler. Donc après, je lui enlève les chaussettes et je les remets à l'endroit. Mais c'est des choses qui sont naturellement drôles, moi, je trouve. Et si c'est un enfant qui le fait, tout le monde rit. Et pourquoi, quand c'est quelqu'un d'autre, on ne veut pas rire? On peut rire aussi, on peut rire de tout, quoi. Enfin, on peut rire. Alors, mais pour ça, il faut être de bonne humeur. Alors, je reviens sur l'histoire de la bonne humeur, c'est très important. Alors, d'abord, moi, j'ai écrit 4 livres, hein, donc ils sont un peu différents, ils racontent beaucoup d'histoires. Mais ce qui me paraît assez important, c'est que dans la vie ordinaire, ce qu'il ne faut surtout pas faire à un malade, c'est lui faire des reproches. Hein, il ne faut pas lui faire de reproches du tout. Parce que si on lui fait des reproches, il ne peut pas répondre, parce qu'il n'a pas le menu pour répondre, et ça va le déprimer, ça va éventuellement le rendre agressif si on lui fait des reproches. Donc il ne faut vraiment jamais en faire. Et à ce moment-là, je me rends compte que la plupart d'entre nous, on passe beaucoup de temps à faire des reproches à plein de gens. C'est assez naturel, hein. Alors, ce que je fais en général quand je fais des conférences, je demande aux gens, est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui a envie de recevoir des reproches? Il lève le doigt. J'ai jamais trouvé personne jusqu'à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui non plus, personne. Bon, alors, comment ça se fait? C'est une question que je pose, hein, je n'ai pas la réponse. Que si personne n'a envie de recevoir des reproches, comment ça se fait que la plupart d'entre nous, on se sent autorisé à faire des reproches à la terre entière? C'est une question. Je n'ai pas la réponse, mais je vous la pose. Parce que là, il y a un secret de la bonne humeur qui est caché. Parce que si on arrête de faire des reproches aux autres et à soi-même, parce qu'en général, ça marche ensemble, hein, les gens qui font beaucoup de reproches aux autres, ils s'en font aussi beaucoup à eux-mêmes. Donc, vous arrêtez de faire des reproches aux autres, vous arrêtez de faire des reproches à vous-même, et vous allez voir que la bonne humeur, elle commence déjà à arriver. Hein, si on ne fait plus de reproches, déjà... on sent que la bonne humeur, elle arrive. Ensuite, pour la rendre bien solide et bien costaud, la bonne humeur, il faut faire les choses qu'on a envie de faire. Voilà, ça, c'est très, très important. Parce que si on pense que les choses qu'on a envie de faire, on les fera plus tard, quand on sera grand, ou quand je ne sais pas quoi, ou quand les poules auront des dents, eh bien, on est toujours un petit peu décalé. On est comme je suis content, mais pas vraiment content. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour être vraiment contente? Voilà. Donc moi, quand c'est arrivé, cette histoire de maladie, je me suis dit, oh là là, il faut que je fasse les choses que j'ai envie de faire. Il y avait des choses que j'avais envie de faire et que je remettais à plus tard. Donc je me suis dit, ça, c'est fini, je vais les faire maintenant. Donc coup sur coup, j'ai monté le Tartuffe, le Chaperon Rouge dans une version que j'ai adaptée, n'est-ce pas? Pour moi, le méchant loup, le grand méchant loup, c'était Alzheimer. Voilà, donc j'avais
on lui coupe la tête. Bon, alors, et j'ai monté Hamlet. Je travaillais dessus depuis longtemps, et sur une nouvelle traduction, enfin là. Et j'ai fait tout ça pour que je sois contente. Et du coup, j'étais très, très, très contente d'avoir fait tout ça. Donc, après, on peut se poser tous les jours, qu'est-ce qu'il me faut ce matin, aujourd'hui, pour que je sois de bonne humeur, de quoi j'ai besoin. Et ce qu'on a besoin, il faut aller le chercher soi-même. Parce que si vous attendez que les autres vous l'apportent sur un plateau, voilà, pour que tu sois de bonne humeur, on peut des fois attendre très longtemps. Donc, par contre, si on va aller chercher soi-même, d'abord, c'est très marrant, c'est rigolo, c'est intéressant, c'est des aventures. Et c'est la vie, c'est une aventure. Parce que si la vie, ce n'est pas une aventure, à quoi ça sert, hein, on peut se demander. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est d'aller chercher vraiment sa bonne humeur et d'en être responsable. Voilà. Et c'est quelque chose qui, dans notre société, n'existe pas. Personne ne vous parle jamais de votre humeur, de votre bonne humeur. Personne ne vous dit « Alors, est-ce que tu es de bonne humeur aujourd'hui ?» Non, personne. Vous posez la question et tout le monde s'en fout. Mais parce qu'on a l'impression que ce n'est pas important. Alors que c'est ce qu'il y a de plus important, d'être de bonne humeur. Parce qu'on est de bonne humeur, beaucoup de choses deviennent faciles. Et comme les neurones miroirs, ça marche extrêmement bien avec les gens qui ont Alzheimer, avec tout le monde aussi d'ailleurs, et ben la personne, elle est de bonne humeur. Donc, quand on a un malade de bonne humeur, la vie, c'est du gâteau, quoi. En plus, on peut beaucoup s'amuser, beaucoup rigoler avec quelqu'un qui a Alzheimer. Et en plus, un autre bénéfice secondaire, si vous arrivez à avoir de bonnes relations avec quelqu'un qui a Alzheimer, mais vous pouvez avoir des bonnes relations avec la Terre entière. Il n'y a personne qui va vous poser un problème plus compliqué. Tout va vous paraître simple dans les relations avec les autres. Tout est simple. Une fois qu'on a compris comment ça marche. Des informations qui n'arrivent pas au cerveau. Parce qu'en fait, on a tous des informations qui n'arrivent pas au cerveau. Sinon, il n'y aurait aucun problème sur cette planète. Et on sait qu'il y en a quand même beaucoup. Bon. Donc, la bonne humeur, voilà, je ne sais pas si vous pouvez retenir qu'une seule chose de cette conférence, je voudrais que ce soit ça. Qu'est-ce que je dois faire demain matin pour être de bonne humeur toute la journée? Parce que la bonne humeur, elle arrive, puis des fois, elle s'en va. Alors, pourquoi elle s'en va? Eh bien, parce qu'à un moment donné, on s'est dit « Ah, j'ai pas bien fait, j'aurais pas dû faire ça, je sais pas quoi. Il aurait fallu que quelqu'un d'autre fasse autre chose que ce qu'il fait. » Vous voyez, on commence à rentrer dans le système des reproches. Or, faire des erreurs, c'est pas grave. À partir du moment où on se rend compte que c'est une erreur, ça vous permet de comprendre des choses. Donc, moi, j'ai compris, par exemple, qu'il fallait pas que je crie sur Daniel, que je l'engueule, même s'il me coupe un rosier, ou s'il fait n'importe quoi, parce que le résultat est absolument très mauvais. Voilà. Et comme je veux pas de ce résultat, eh ben, je ne crie pas. Voilà. Parce que je suis pas quelqu'un qui est spécialement patient. On me dit « Ah, vous avez beaucoup de patience. » Pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, ça m'a permis de faire des découvertes. Et j'ai découvert notamment qu'une question répétitive n'est pas une question. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, il y a des choses qu'il faut quand même savoir dans cette maladie. Quelqu'un qui va poser une question 30 fois ou 40 fois de suite, il ne faut surtout pas répondre à la question. Parce que cette question n'est pas une question. C'est le cerveau qui bug. Parce qu'il y a un malaise quelque part, quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il a mal aux dents, mal aux pieds, mal au ventre, mal à la tête? On ne sait pas, quelque chose qui ne va pas. Est-ce que quelqu'un l'a regardé de travers? Est-ce que je ne sais pas quoi? On ne sait pas. Quelque chose ne va pas. Et le cerveau qui cherche une réponse ne la trouve pas. Et donc, ça bug. Ça fait une question qui tourne en rond. Donc, il ne faut jamais répondre à une question répétitive. Voilà. Contrairement à ce qu'enseignent un certain nombre de personnes bien intentionnées qui vous disent « Il faut répondre avec patience aux questions répétitives 40 fois de suite. » Mais moi, je ne connais personne qui peut faire ça. Je ne connais pas un être humain capable de répondre 40 fois de suite sans s'énerver à une question. Je crois que ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas non plus partir dans les vœux pieux ou les espèces... Non, on ne répond pas, tout simplement. En plus, ça n'est pas une question, donc il ne faut pas répondre. Voilà, déjà. Si on le sait, c'est mieux quand même. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir. Donc, jamais dire non, jamais contrarier, jamais... Alors, jamais aussi faire ce genre de... faire les choses à la place d'eux. Pousse-toi, je vais le faire, laisse-toi faire, fais rien. Non, surtout pas. Qu'il fasse tout ce qu'il peut faire. Tout. Et dans mon blog, je crois que l'article qui a été le plus vu encore, ça s'appelle « Les secrets d'une toilette réussie ». Voilà. Donc, vous pouvez aller le consulter si vous voulez. Mais bon, j'applique toujours le même système. C'est l'autre qui doit faire. Voilà. Donc, moi, je suis là pour l'aider à faire. S'il n'y arrive pas, mais s'il y arrive, c'est lui qui fait. Et quand il fait, il est content d'avoir fait.
Un peu comme avec un enfant, si vous voulez. Les enfants, c'est pareil, il faut leur laisser faire tout ce qu'ils sont capables de faire. S'ils ne sont pas capables, on les aide, on leur dit, voilà, fais plutôt comme ça. Mais c'est l'enfant qui fait, et parce qu'il fait, il est content d'avoir fait, et c'est ça qui le fait grandir et qui le fait être de bonne humeur. Voilà. Parce que quand on fait quelque chose et qu'on est content de le faire, on est de bonne humeur, naturellement. La bonne humeur, c'est la récompense de... ça vient naturellement parce que finalement, les êtres humains sont faits pour être heureux quand même. Ils ne sont pas faits pour être malheureux, quoi. Alors, je regarde ma montre parce que je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais ce n'est pas très grave. On va vous passer maintenant 3 petites vidéos qui sont sur mon blog. Alors ça, c'est une chose que j'ai faite cet été. De répondre à des questions que justement les gens se posent sur Alzheimer sous forme de petites vidéos qui durent 1 minute, 1 minute 30 et qui sont sur le blog. Il y a une collection de 26 vidéos. Je pourrais en faire d'autres, d'ailleurs, sûrement je vais en faire d'autres. Et là, vous allez en voir 3. Voilà, donc je vous laisse les regarder. Donc souvent, les gens pensent que quelqu'un qui n'a plus de mémoire ou pas de mémoire, eh bien, il sort un peu, on pourrait dire, de l'humanité d'une certaine façon. J'ai même vu un philosophe de mes amis qui disait que son père, ayant perdu la mémoire, avait perdu l'esprit, et donc il le considérait à la limite plus tellement comme un être humain. Voilà. Et en fait, un malade d'Alzheimer, comme tout être humain, mais lui, il est très fragile et très sensible, a un sentiment de sa dignité. Et tous les gens qui attaquent, qui détruisent sa dignité, qui la nient, qui font semblant que c'est pas quelqu'un, par exemple, des gens qui lui parlent, qui parlent de lui, devant lui, comme si c'était un meuble, comme si c'était une chaise ou comme si c'était une table, eh bien, ces gens le blessent, lui font mal, parce que sa dignité, pour lui, est très importante. Donc, la première chose, si on veut parler de bienveillance ou de choses comme ça, ou de bonnes pratiques, il faut respecter la dignité des personnes fragiles et malades. C'est extrêmement important. On peut leur faire beaucoup de choses à partir du moment où on respecte leur dignité. Ils vont accepter de collaborer, ils vont se sentir reconnus dans ce qu'ils sont fondamentalement. Un être humain est quelqu'un pour qui la dignité, et là on le voit dans beaucoup de situations, est finalement la valeur suprême. Et les gens qui se permettent de critiquer, de détruire, de mépriser quelqu'un, ils se mettent eux-mêmes un peu en dehors du rapport humain. Le rapport humain ne peut pas se satisfaire du mépris. C'est l'inverse qu'il faut. Alors, il faut d'abord savoir qu'une question répétitive n'est pas une vraie question. Parce que quand on répond à cette question, la réponse n'est pas du tout reçue par la personne malade. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne est dans un état de difficulté intérieure. Et avec ça, elle ne trouve pas la réponse à la question qu'elle se pose elle-même. Pourquoi elle a mal à la tête ou au ventre ou n'importe quoi, pourquoi quelqu'un lui a dit ceci ou cela. Et donc son cerveau, cherchant une réponse qu'il ne trouve pas, fait un bug. Et donc la question répétitive est un véritable bug du cerveau. Le cerveau, il tourne en rond, en boucle. Et il pose la question, à quelle heure tu reviens, à quelle heure tu reviens, à quelle heure tu reviens, par exemple. Ou à quelle heure ceci, ou qu'est-ce qui se passe, ou des questions tac, 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 qui peut être posées 100 fois, 150 fois. Donc, c'est absolument, il faut jamais répondre à ces questions, parce que ça sert à rien. On ne peut que s'énerver si on répond. Il faut essayer de voir et de comprendre que c'est un système d'alarme, et la personne prévient ainsi qu'elle se sent mal. Voilà. Alors, la grosse difficulté, c'est comment faire pour essayer de la faire se sentir bien. Et c'est difficile parce qu'on n'a pas d'information du tout sur ce qui a déclenché ce bug. Parce qu'une personne qui a la maladie d'Alzheimer perd ses repères extérieurs et ses repères intérieurs. Donc même si par exemple elle a mal au ventre, on va dire ça, ou à la tête, elle n'est pas capable son cerveau n'est pas capable de lui transmettre cette information. Par contre, son cerveau va bugger et va faire une espèce de question qui revient comme un boomerang et qui revient énormément de fois. Donc il faut savoir qu'une question répétitive n'est pas une question, donc il ne faut pas y répondre. Par contre, c'est le signal que quelque chose ne va pas. Et il faut essayer de trouver quelque chose qui va améliorer la personne. Et si on ne trouve pas, lui proposer quelque chose qui va la détendre, ou qui va l'apaiser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, il est extrêmement facile de mettre en échec un malade qui a des difficultés cognitives. Et de le faire sans s'en apercevoir, sans s'en rendre compte, parce qu'on va projeter sur lui les informations que nous, notre cerveau nous donne. Et donc, dans des cas qui sont quand même extrêmement courants, par exemple, quand la personne se retrouve face à l'incontinence et qu'elle se retrouve mouillée, elle ne sait pas du tout
qu'elle a participé au fait, d'aucune façon, au fait de se retrouver mouillée. Alors, quand on s'occupe d'elle et qu'on la change et qu'elle se retrouve sèche, elle se trouve très confortable. Et donc, elle dit merci, mais elle ne sait absolument pas du tout comment toute cette eau est arrivée, en fait. C'est un peu ça. Toute cette eau est arrivée, on ne sait pas comment. Alors, la plupart des gens qui sont autour, on a l'impression que la personne est ridicule, qu'elle raconte des histoires, qu'elle raconte des blagues, mais non, en fait, son cerveau ne lui fournit pas cette information. Exactement comme le cerveau d'un enfant de 1 an qui va se retrouver mouillé dans son lit et qui ne sait absolument pas du tout comment ou pourquoi il est mouillé dans son lit. Mais par contre, il n'apprécie pas d'être mouillé, donc il hurle. Et quand on le change, il est très content. Donc, c'est très difficile dans cette maladie de se rendre compte à quel point il y a des informations qui n'arrivent pas au cerveau de l'autre personne. Et à ce moment-là, la personne, elle est mise en échec, elle est rejetée, elle est critiquée, on lui fait des reproches, mais quoi, mais tu as fait ceci, tu as fait cela. Et en fait, l'autre ne le sait pas, il ne le fait pas du tout, il n'a aucune méchanceté, aucune mauvaise volonté, simplement son cerveau ne lui fournit pas l'information. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Et c'est facile, si on observe, de voir que c'est vrai. C'est très facile de voir que c'est vrai. Merci. Donc, je vais peut-être vous parler là juste d'une histoire qui est pas de la mienne, parce que en fait, moi, depuis 2010, je fais des ateliers théâtre pour les aidants et les soignants. Et donc là, je vais faire des improvisations et on me raconte des quantités énormes d'histoires. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires que je raconte dans mes livres qui ne sont pas du tout des histoires personnelles. Donc là, il y en a une justement qui donne le titre au livre, « L'homme qui tartinait une éponge ». Voilà, donc c'est l'histoire d'un homme qui se lève la nuit et qui va dans la cuisine et puis qui prend une éponge et puis qui commence à tartiner avec du beurre dessus. Voilà. Alors là-dessus, sa femme se réveille, elle est dans un... Et justement, elle se met à hurler en disant « quelle horreur !» Alors qu'en fait, il faut comprendre que dans cette maladie, comme le cerveau ne fonctionne pas bien, l'autre, il avait faim, donc il a faim, il cherche une tartine, il ne voit pas de tartine. Or, une éponge ronde posée sur un endroit, surtout la nuit, ça peut ressembler à une tranche de pain. Donc, en fait, lui, il tartine une tranche de pain, il ne tartine pas une éponge. Sauf qu'en fait, c'est quand même une éponge, donc ça ne se mange pas. Voilà. Donc, il faut quand même l'empêcher de la manger et lui donner quelque chose d'autre à manger. Je ne sais pas, une banane, un truc, n'importe quoi. Donc, c'est un peu, si vous voulez, et quand on comprend que la maladie fonctionne comme ça, vous voyez que deux choses qui se ressemblent un peu, nous, notre cerveau nous fait une différence énorme. C'est comme, par exemple, les gens qui confondent les toilettes avec un placard, avec l'ascenseur, n'importe quoi. Nous, on sait que la porte des toilettes, c'est la porte des toilettes. Que ça, on sait très, très bien. Notre cerveau, il calcule. Vous savez, le cerveau, il calcule tout le temps. Vous savez que ça n'arrête jamais, même la nuit. Donc, le cerveau, c'est une machine à calculer qui tourne à toute vitesse. Et comme ça, on sait, voilà, et ben là, ça c'est la porte des toilettes, ça, c'est la porte d'entrée. Et alors, mais il y a un moment donné, dans le cerveau de quelqu'un qui a une maladie évolutive, les calculs ne vont pas se faire du tout, ou plus du tout. Ou pas. Et du coup, une porte ressemble à une autre porte. Et donc, la personne cherche les toilettes. Qu'est-ce qu'elle fait? Hop, elle ouvre la porte d'entrée, hop, elle sort. Et elle peut partir très loin. Il peut arriver une vraie catastrophe. Donc, il y a des choses qui sont à faire d'une manière absolument radicale. Si la personne ne vit pas seule, bien sûr, si la personne vit seule, à partir d'un certain moment, la laisser vivre seule, c'est non-assistance à personne en danger. C'est une chose qu'il ne faut pas faire, parce que c'est dangereux pour elle et dangereux pour les autres. Si la personne vit avec une compagnie qui est dans la maison, à ce moment-là, il faut mettre un code à la porte pour que jamais elle puisse sortir par inadvertance en cherchant les toilettes. Ce qui est le cas de 90% des soi-disant fugues, entre guillemets, que font les malades. Ils ne font pas des fugues, les pauvres. Ils cherchent ou un truc à manger, ou un truc à boire, ou aller aux toilettes. Et puis, comme ils ne savent pas où c'est, ils ouvrent une porte, ils sortent, et puis après, ils ne savent pas revenir. Voilà. Donc, il faut bien voir comment ça marche. Vous voyez, si vous comprenez bien comment marche la maladie, et ça, c'est progressif. Ce n'est pas du jour au lendemain que c'est comme ça. Hein. Moi, je vous parle, ça, c'est des situations qui arrivent au bout de plusieurs années. Donc, il se peut très bien que pendant des années, la personne arrive à fonctionner à peu près correctement dans un univers qui ne change pas trop, ou dans un quartier
il y a une sorte de périmètre. Moi, je sais qu'avec mon mari, j'avais quelqu'un, il y avait un périmètre où il pouvait aller faire les courses sans aucun problème. Il pouvait y aller, il pouvait faire les courses, il pouvait revenir. Pendant des années, il faisait toutes les courses. Moi, j'en faisais plus aucune parce que il adorait ça, faire les courses. Et donc, il allait faire les courses et puis c'était très bien. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, le périmètre, il se rétrécit. Voilà. Et après, même sortir tout seul, ça devient plus possible. Voilà. Donc, à ce moment-là, il faut prendre des mesures. Voilà. Donc, l'idée, c'est de s'adapter en étant fluide intérieurement, n'est-ce pas? Parce que la vie est une aventure. Et vivre avec quelqu'un qui a Alzheimer, c'est une très grande aventure. Voilà. C'est une très grande aventure qui peut vous... Enfin, moi, ça m'a apporté énormément de choses. En tout cas, aujourd'hui, je suis de bonne humeur tous les jours. Ah, j'ai trouvé le truc.